tous et bienvenue donc, à ce webinaire qui est dédié à l'INS. Donc aujourd'hui, on est plusieurs intervenants autour de la table, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on sera 4 intervenants, mais pas que 4. Donc Elsa, que vous connaissez déjà, mais Elsa, tu peux te présenter peut-être pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas. Elsa Créache, je suis responsable de mission au sein de l'ANS, dans la même équipe que Christelle, et je m'occupe entre autres du sujet INS. Voilà, le docteur Manuela Oliver. Bonjour, donc Manuela Oliver, je suis le référent identito-vigilance de PACA et je participe à ce beau projet qu'est le déploiement de l'INS et également à l'élaboration du RNIV, du référentiel national d'identito-vigilance. Voilà, et le docteur Tabuteau. Oui, donc je disais que j'étais référent régional identito-vigilance pour la Nouvelle-Aquitaine et je fais également partie donc du réseau des référents régionaux qui a construit le futur référentiel d'identito-vigilance. Ok, très bien. Merci. Alors, slide suivant. Alors, comme vous le savez, référencer les données de santé avec l'INS est obligatoire à partir du 1er janvier 2021. Donc, nous allons y revenir dans un instant, mais jusqu'il y a encore peu de temps, nous étions en train de travailler sur le téléservice INSI, sur les problématiques techniques ou métiers que nous avons rencontrés sur le terrain et sur l'accompagnement des acteurs de la phase pilote. Aujourd'hui, pour nous, il est urgent d'accompagner de manière beaucoup plus proactive et plus large les futurs utilisateurs. ARS Grade, vous, de votre côté, vous jouez déjà un rôle dans le déploiement des services numériques. On a échangé avec plusieurs d'entre vous sur les actions que vous pourriez mettre en œuvre de votre côté pour aider à déployer l'INS, mais c'est vrai que jusqu'ici, force est de reconnaître que ça n'a pas encore vraiment pris, excepté dans quelques régions où des initiatives ont pu être lancées. Aussi, c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui d'échanger avec vous sur l'accompagnement que vous pourriez mettre en place pour aider les structures à déployer l'INS. Donc, comme on vous l'a écrit ce matin, nous n'allons pas vous présenter le projet INS dans toutes ses dimensions. Nous l'avons déjà partagé à plusieurs reprises. Néanmoins, j'ai vu que dans la liste des inscrits, des personnes avec lesquelles nous n'avons jamais vraiment échangé directement. Donc, bien entendu, si après la lecture, l'ensemble de la documentation, vous avez des questions, je vous invite à nous écrire et nous pourrons échanger de vive voix. Vous pourrez également, comme je le disais tout à l'heure, vous inscrire soit à des webinaires éditeurs si vous avez des questions sur le guide d'implémentation, soit des webinaires structures si vous voulez avoir vraiment de l'information plus générale sur le projet. Donc, l'objectif principal de ce webinaire, c'est de réfléchir collectivement aux actions que vous pourriez porter pour accompagner les structures. Les actions que nous allons vous présenter ici, elles ont été identifiées avec les établissements et les régions dans le cadre de la phase d'observation. Donc, il nous paraissait intéressant de partager avec vous ces actions afin de capitaliser sur les premiers travaux menés et puis de vous présenter aussi les bonnes idées qui ont émergé au cours de ces derniers mois. Alors, j'insiste en préambule sur le fait qu'il s'agit de pistes d'action remontées par le terrain. Et nous profiterons aussi de ce webinaire pour vous présenter un peu plus en détail l'accompagnement que l'ANS mène auprès des éditeurs et des structures, et puis également, de manière plus synthétique aussi, les actions que les structures elles-mêmes doivent mettre en place. Bref, je vous propose de démarrer. Alors, avant de rentrer effectivement dans cette partie accompagnement, on va faire un petit point rapide sur les dernières actualités du projet. Alors, vous avez dû vous en apercevoir, la mise en œuvre de l'INS s'accélère. 5 premiers éditeurs là, ont été autorisés par le CNDA assez récemment. Donc, pour rappel, les éditeurs doivent se faire autoriser par le CNDA pour pouvoir intégrer le téléservice INSI à leur logiciel. Alors, les 5 éditeurs, il s'agit du MIPI, Mediware, Logemed, EDL et Mediane. D'autres éditeurs sont en cours de procédure comme Imagex ou Hexagone Web de l'ex-ACFA. Donc, vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site du GE Sésame Vital. Alors, on vous transmettra le lien, je crois qu'il est à la fin du support, pour que vous puissiez consulter régulièrement la liste des éditeurs autorisés.
Par ailleurs, on a diffusé conjointement avec la DNS, le GE Sésame Vital et la CNAM une enquête éditeur auprès de l'ensemble des éditeurs du secteur. L'objectif de l'enquête, c'était de disposer des prévisions de développement et de déploiement des éditeurs. Ça, on sait que c'est une information qui est extrêmement attendue par les professionnels et structures de santé et médico-sociales. On a à ce jour une 60aine de réponses. Les résultats sont accessibles sur le site du GE et là aussi, on vous donnera le lien. Peut-être, Benoît, peut-être que tu peux le mettre dans le chat. Voilà, directement ces deux liens, à la fois le lien vers la liste des éditeurs autorisés et le lien vers l'enquête. C'est des liens qui ne sont pas faciles à trouver sur le site du GE Sésame Vital, donc c'est mieux que vous les ayez. Ah bah oui, voilà, on devait regarder tout à l'heure comment y accéder, mais on va vous les mettre aussi dans le chat si vous voulez regarder. Et n'hésitez pas, je l'ai dit la semaine dernière à plusieurs d'entre vous, n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a certains éditeurs qui n'ont pas répondu à l'enquête. Or, c'est des éditeurs qui sont extrêmement présents sur votre territoire. N'hésitez pas à nous faire remonter, à nous donner cette liste. On vous en parlera tout à l'heure, hein, mais nous, on va les contacter là très prochainement, donc on peut aussi en solliciter certains. Alors, le déploiement de l'INS par le MIPI est prévu avant l'été à l'AP-HM et à Aubagne. Pour rappel, hein, l'AP-HM et Aubagne, c'était deux sites, ce sont deux établissements qui sont intégrés à notre phase pilote. Donc là, ils sont en test et on espère du coup une mise en production. Quand je dis avant l'été, on est déjà l'été, mais on va dire avant le mois d'août. Par ailleurs, on en parlera tout à l'heure aussi, là on pourra faire une parenthèse sur le sujet qui est assez entre guillemets nouveau, mais je crois que vous le connaissez bien, c'est la mise en concertation du référentiel national d'identito-vigilance et il est actuellement donc en concertation sur le site de l'ANS. On vous invite évidemment vivement à prendre connaissance de ce document. Et en effet, à l'issue de la phase de concertation qui se terminera le 31 juillet de mémoire, il sera rendu opposable à l'ensemble des acteurs. Ce référentiel a été élaboré par le réseau Le Trois-Rives en lien avec la DGOS qui pilote, on va dire, l'ensemble des travaux. Manuela et Bernard pourront vous en parler davantage tout à l'heure. Le guide d'implémentation. Oui. J'ai levé la main, mais je pense que peut-être vous ne l'avez pas vu. Concernant le guide la mise en concertation du guide, oui. J'ai moi-même fait des commentaires sur les questions qui étaient posées et j'ai transmis le lien aux établissements. Certains m'ont dit qu'ils n'avaient plus s'inscrire parce qu'il faut être connecté en fait, donc il faut avoir un compte utilisateur. Il faut créer un compte utilisateur ou utiliser son compte qui s'est déjà créé. Oui. Voilà. À plusieurs reprises, il n'avait pas pu le faire. Il y avait un bug, il n'y était pas parvenu, donc je souhaitais vous le signaler. Ok, on va regarder ça. Est-ce que vous pourriez me transmettre, plutôt peut-être par mail, les noms de ces personnes-là et les structures, comme ça on les rappellera peut-être pour les… D'accord. Peut-être d'ailleurs on les rappellera pour les aider et regarder ce qui se passe. Merci. Par ailleurs, donc, je disais oui, le guide d'implémentation d'INS dans les logiciels qui est également en concertation. On a prolongé la concertation, donc vous pouvez contribuer jusqu'au 10 juillet. Et ce document, même s'il est essentiellement à destination des éditeurs, il reprend donc les exigences du référentiel national d'identito-vigilance qu'il décline en règles techniques. Par ailleurs, nous avons récemment publié sur le site de l'ANS la liste des référents régionaux d'identito-vigilance qui ont pu être identifiés dans certaines régions. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous ont pas encore donné leur accord, n'hésitez pas, la liste est ici, vous pouvez aller voir comment c'est présenté. Donc, en parallèle de ce webinaire, et je l'ai dit en introduction, on organise des webinaires dédiés aux structures et d'autres dédiés aux éditeurs. On a bien conscience qu'ils ont été très très vite complets, donc d'où une attente très très forte du terrain de pouvoir répondre à leurs questions. Donc l'idée c'est qu'on en refasse toute une série en septembre-octobre et après justement on peut en parler tout à l'heure, voir comment vous pourriez reprendre ces webinaires. C'est des supports qu'on peut vous mettre à disposition aussi en marque blanche. On va voir aussi une petite vidéo du premier webinaire qu'on a organisé. Donc, n'hésitez vraiment pas à la fois à relayer l'information des nouvelles dates, mais également de diffuser, distribuer les différents supports.
Donc, comme vous voyez, l'activité autour de l'INS, eh bien, elle est dense et riche en ce moment. Vos structures, eh bien, elles vont devoir digérer, entre guillemets, et s'approprier beaucoup d'informations, s'interroger sur leurs pratiques actuelles, se mettre en conformité. Donc, il nous paraît c'est vraiment indispensable hein, collectivement on se mobilise pour qu'on puisse vraiment être à leur côté pour mettre en œuvre l'INS et les sensibiliser, les accompagner à la fois dans la mise en œuvre de l'INS, mais également dans l'appropriation des mesures d'identito-vigilance qui vont être portées par le référentiel. Les deux sujets sont complètement imbriqués l'un avec l'autre et on ne réussira pas, on va dire, la mise en œuvre de l'INS si on ne réussit pas, on va dire, l'appropriation et l'accompagnement sur l'identito-vigilance, et je dirais même, et inversement. Alors, un petit rappel du calendrier du projet INS. Comme vous le savez, hein, ces derniers mois, pour nous, ils ont été marqués par la stabilisation du corpus juridique, le lancement de la phase d'observation auprès de quelques structures et l'instruction de problématiques qui ont été remontées dans le cadre de la phase pilote. Elles ont été nombreuses, ces problématiques, et j'espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, elles seront derrière nous. Donc, on a produit aussi un certain nombre de documents. L'opération de récupération a été ouverte en février et l'opération de vérification, elle sera pour la partie vérification unitaire ouverte, disponible en juillet, et pour la partie vérification en masse, plutôt courant fin octobre, début novembre. Voilà, et je dirais, c'est OK pour moi, côté, voilà, slide suivant. Voilà, et je vais laisser, donc on va faire un focus sur l'accompagnement mené par l'ANS aujourd'hui, et je vais laisser la parole à Benoît, Benoît que j'ai oublié pour beaucoup d'entre vous, hein, vous le connaissez, qui travaille dans l'équipe d'accompagnement à l'ANS. Merci Benoît. Bonjour à tous. Alors pour les actions menées côté éditeur, donc si on commence par la petite bulle qui est sur le côté à droite, donc on a le CNDA qui accompagne les éditeurs sur la convention CNDA et l'obtention de l'autorisation CNDA pour être compatible INSI, et on a le GIE Sésame Vital qui aide les éditeurs dans le développement de l'appel au téléservice INSI, donc vraiment sur la partie technique de l'appel au téléservice. Depuis cette année, donc, on a produit donc, un guide d'implémentation qui est en concertation sur le site de l'ANS. On réalise des webinaires, comme l'a dit Christelle, je ne vais pas forcément revenir dessus. On a mis en place et on va poursuivre un accompagnement proactif des éditeurs avec des entretiens téléphoniques, et on cible en priorité les éditeurs de gamme et des pays. Et un autre critère qui est important pour cet accompagnement proactif, c'est vraiment la part de marché de ces éditeurs-là. On répond aux questions d'ordre général à la fois sur l'avancement du projet, sur le référentiel INS et sur l'implémentation de l'INS dans les outils. On participe également aux différents groupes de travail qu'on a et comités industriels à partir du moment où le sujet INS figure dans cet ordre du jour, et ça peut être des groupes de travail mis en place par le GIE Sésame Vital et souvent en lien avec l'ADNS. Et comme vous l'avez dit Christelle, donc vous avez l'enquête qui vous permet de voir en fait les dates de déploiement des différents éditeurs, et cette enquête notamment, on vous l'a mis dans le chat. Oui, merci Benoît. Juste pour compléter en fait ce que Benoît vient de dire, il faut savoir qu'au tout départ, hein, l'accompagnement des éditeurs, il portait vraiment sur l'intégration de l'INS. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était le GIE et uniquement le GIE qui est vraiment dans son rôle d'accompagner les éditeurs dès qu'il y a des téléservices de l'assurance maladie qui sont mis en œuvre. Néanmoins, nous, c'est vrai que ces derniers temps, on a pu observer que, alors il y a eu la crise sanitaire, hein, évidemment, mais que par ailleurs, c'était pas toujours simple pour les éditeurs. Il y avait la partie intégration, mais pour la partie implémentation,
Donc, il y avait une nécessité d'accompagnement. Et puis surtout, à 6 mois de l'échéance, on a certes 5 éditeurs et d'autres qui sont en cours, mais c'est loin d'être suffisant pour être au rendez-vous au 1er janvier. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec l'ANS, a proposé à la DNS, encore une fois, ce qu'on ne fait pas toujours sur l'ensemble des projets. Mais là, on s'est dit que c'était vraiment nécessaire d'avoir une démarche très proactive. Donc là, encore une fois, j'insiste sur n'hésitez pas à nous faire remonter les éditeurs, la liste des éditeurs que vous avez, vous, dans vos régions, les structures, et puis de communiquer aussi, parce que je sais que c'est la pression, on va dire, collective de l'ensemble des acteurs, des clients, des ARS, des grades et de l'ANS et DNS, auprès des éditeurs qui fera qu'ils se mobiliseront plus rapidement. Voilà. Donc, concernant les actions menées par les structures, pareil, il y a plusieurs guides qui existent. Le premier, c'est l'INS en quelques mots. Là, c'est vraiment pour le premier niveau d'information. Donc, c'est vraiment les points clés à la fois sur le projet INS et sur le téléservice INSI. Après, vous avez le document, donc comprendre l'INS. Donc là, c'est plus pour approfondir vos connaissances sur le sujet INS. Et enfin, le document qui est mettre en œuvre le projet INS. Et là, on a vraiment une vision plan d'action dans ce projet-là, dans ce document-là, pardon. Donc, en plus, vous avez également les webinaires, que ce soit le support et bientôt les fichiers audio à destination des structures qui sont disponibles aussi sur le site de l'ANS. On poursuit également la phase d'observation qu'on a lancée en fin d'année dernière auprès des structures pilotes. Et il y a également une communication via les relais, fédérations hospitalières, etc. etc. Donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction, on s'est appuyé sur les travaux de plusieurs régions, à la fois sur les travaux des structures pilotes qu'on est en train d'accompagner, mais également sur des réflexions qui étaient déjà menées par les régions PACA, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne, La Réunion, j'espère que je n'en ai pas oublié, donc pour réfléchir à construire un guide d'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS. Alors, ce guide, il est à destination des structures. Il liste un certain nombre d'actions que les structures vont devoir mettre en place dans le cadre du projet INS. Alors, quand on dit structure, c'est à la fois structure sanitaire et médico-sociale. Néanmoins, on a bien conscience que c'est sans doute orienté sanitaire, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a peu de retours, et on est en train de travailler avec des éditeurs, et on va commencer aussi à la rentrée à travailler avec des structures médico-sociales, donc pour voir si nos documents et les différents outils qu'on propose peuvent être bien adaptés à eux. Donc ce guide d'accompagnement, il liste un certain nombre d'actions que les structures vont devoir mettre en place. On va vous présenter très rapidement ces actions dans la suite de la présentation. Et pour chacune finalement de ces actions, on a essayé de prendre un peu de distance et de voir comment vous, acteurs régionaux et éventuellement relais de déploiement, vous pourriez accompagner et aider les structures. Alors, nos propositions d'action, elles se structurent autour de 4 grands axes. Le premier, c'est d'aborder, donc de réfléchir sur une stratégie régionale d'accompagnement du déploiement de l'INS et de la mise en place aussi de l'identito-vigilance. Une deuxième autour de la sensibilisation à l'INS. Une troisième série d'actions, c'est autour de l'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS. Et enfin, une série d'actions autour du pilotage de déploiement de l'INS. Alors, si je prends le premier type d'action, donc c'est d'essayer de conduire finalement, avant de rentrer bille en tête, on va dire, dans l'accompagnement à la mise en œuvre de l'INS, c'est d'aborder un peu le sujet au niveau plus macro et au niveau régional, bien entendu, et donc d'essayer de définir, d'avoir une réflexion sur votre stratégie. Alors, bien entendu, on est très mal placé côté ANS pour pouvoir vous dire quelle est la bonne stratégie. Néanmoins, nous, on voulait vous mettre un peu en visibilité quelques sujets
déjà vous dire, on va le répéter tout au long, va peut-être même un peu être agaçant, mais vraiment d'articuler la réflexion sur la stratégie régionale d'accompagnement au déploiement de l'INS avec la stratégie que vous pourriez définir pour mener une politique régionale en matière d'identito-vigilance. Bien entendu, en lien avec la proposition de gouvernance du RNIV. Et à l'issue de mon propos, je laisserai la parole à Bernard et Manuela pour compléter sur ce sujet, sur ce point-là. Toujours est-il que pour élaborer votre plan d'action, on va dire, par rapport au dispositif d'accompagnement du déploiement, c'est bien entendu de lister toutes les cibles qui sont impactées et les prioriser. Et là, on a listé quelques questions pour vous aider, comme par exemple, sur quels critères comptez-vous prioriser l'accompagnement? Est-ce que c'est par type de structure, par niveau de maturité d'identito-vigilance? Quels sont les usages au niveau régional en termes d'échange et de partage? Est-ce qu'il existe des plateformes régionales, des services régionaux particuliers, des projets e-parcours? Pour les structures, enfin, faut-il proposer des préconisations de paliers d'implémentation? Vous savez que dans le référentiel INS, on va dire toutes les applications SI qui gèrent l'identité de la donnée de santé doivent référencer donc la donnée de santé avec l'INS. Néanmoins, ce qui est écrit dans le guide, dans le référentiel INS, c'est qu'à minima, c'est le logiciel maître des identités et le dossier du patient. Et peut-être que dans certaines de vos structures, ça sera pertinent de déployer en priorité aussi dans d'autres applications parce qu'il y a un vrai usage, il y a un vrai besoin. Et puis évidemment aussi de mettre tout ça en lien avec les projets régionaux que vous menez et ou le contexte local de chaque GHT. Bien entendu, et on reviendra aussi, l'idée c'est de se fixer peut-être, enfin je dis bien entendu ou pas, mais c'est de se fixer des objectifs de déploiement de l'INS. Et puis, c'est d'identifier les moyens à mettre en face côté région, à la fois côté équipe et gouvernance régionale d'identito-vigilance, un chef de projet. Comme vous le savez, le projet n'est pas simple à appréhender. Les liens sont forts entre INS et Identito et que c'est nécessaire de se poser sur l'équipe et les moyens qu'on veut allouer. Donc peut-être je laisse la parole à Bernard ou Manuela pour compléter sur le pendant, on va dire, politique régionale en matière d'identito. Oui, alors on avait décidé de pas forcément développer ces chapitres, mais si tout à l'heure des gens posent des questions dessus, on pourra y répondre. L'idée, comme tu l'as dit, c'est d'abord on l'a écrit quelque part dans un des volets du référentiel, mais qui n'est pas encore qui n'est pas encore public aujourd'hui parce que voilà, on veut d'abord avoir l'avis des ARS avant de publier quoi que ce soit. Donc c'est détaillé dans un document, c'est très région dépendant parce que finalement, même si on veut qu'il y ait une certaine harmonisation, ben, il est évident qu'on ne peut pas décider à la place des régions de ce qu'il faut mettre en place parce qu'il y a des arriérés, il y a déjà des habitudes, il y a déjà des choses qui existent. Donc on ne peut pas leur dire ah ben non, ça, ce que vous avez fait c'est pas bon, il faut tout recommencer. Donc il faut aussi tenir compte de l'existant et des objectifs et des priorités déterminées par chaque région, comme tu viens de le dire. Donc voilà, on l'a pas développé. Si vous voulez qu'on y revienne tout à l'heure, ça sera volontiers, mais je pense que pour le coup, moi je passerai volontiers à la phase suivante, quoi. Alors, pour compléter ce que tu dis, Bernard, sans développer, donc c'est Manuela Oliver, sans développer les organisations à mettre en place, parce que finalement, il n'y a pas un modèle, comme dit Bernard, il y a des modèles en fonction de ce qui existe, etc. Ce qui nous semble important, vu du terrain, donc moi, de mon côté, du terrain PACA, c'est que s'il n'y a pas quelque chose en région, c'est compliqué de faire bouger l'identito-vigilance et d'aider les structures finalement. Donc, il faut peut-être réfléchir sans rien s'interdire, à mon avis, à qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma région? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus à même de répondre aux questions des établissements, d'empoigner un peu plus ce projet, un espèce de, finalement, si j'ose dire, de chef de projet régional à minima pour le déploiement de l'INS et idéalement sur l'identito-vigilance régionale et le déploiement de l'INS.
Est-ce que il y a des réactions par rapport à ce point-là, des questions ou des remarques ou des critiques, des craintes, Alors, normalement, le quatrième volet du référentiel qui s'adresse justement à l'organisation régionale devrait être bientôt transmis aux ARS. Oui. Et donc, je pense que les grades feront évidemment partie des gens concernés. Voilà, donc théoriquement, ça arrive bientôt. Et d'une manière... Oui. Est-ce qu'on fait un petit retour, si on a le temps, Christelle, sur un petit retour d'expérience? Moi, je peux décrire un petit peu ce qui se passe en PACA, par exemple. Oui, par exemple, oui. Oui, on a le temps, oui. Donc en PACA, c'est vrai que c'est une région qui est anciennement organisée, puisqu'on est organisé depuis 2013 avec un groupe de référents, un groupe régional d'identito-vigilance des établissements de santé, qui est un groupe qui s'est monté finalement à la demande des référents locaux des structures et qui a été soutenu par le GRAD et l'ARS. En termes de temps de travail consacré, moi je suis à 0,7 ETP, alors depuis pas très longtemps, hein, depuis quelques jours à peine. Avant j'étais beaucoup moins, j'étais à 0,15 ETP. Et j'ai en plus une assistante de projet à 0,5 ETP. Et si on veut tout mener, hein, c'est-à-dire la formation des établissements, l'accompagnement, l'organisation des formations régionales à destination des établissements, faire des journées de rencontres avec les référents d'identito des établissements et gérer aussi pas seulement les systèmes d'information, ce qu'on appelle nous l'identification primaire, mais si on veut gérer les risques, gérer l'identification secondaire, 0,2 ETP, c'est un petit peu juste, quoi. Voilà le retour PACA et pour tout vous dire, je vais essayer d'avoir 0,5 ETP de plus. Et je n'ai pas compris peut-être, Manuela, et tu accompagnes surtout le côté sanitaire ou également médico-social? Alors, jusqu'à il y a un an, on accompagnait uniquement le sanitaire et depuis un an, l'ARS nous a demandé de commencer à accompagner le médico-social, ce qui n'est pas très facile, hein, parce qu'avec l'INS va nous aider, hein, puisque c'est obligatoire aussi en médico-social. Ce n'est pas très facile parce que c'est difficile de les mobiliser, parce qu'ils ont peu de moyens. Et parfois, ils ne se rendent pas compte de l'importance de la thématique. Donc, il y a toute une sensibilisation, une éducation à faire. On avait organisé 2 demi-journées d'information en 2019 et là, en 2020, bon, ça va être centré sur l'INS. On a la journée du griffe, ça c'est une chose, mais on a aussi calé 2 demi-journées spécifiques identito-vigilance et INS, donc pour présenter le référentiel national d'identito-vigilance et les actions à mener dans le cadre de l'INS. Donc 2 demi-journées spécifiques à destination du médico-social. Plus des webinaires, mais là qui sont, on va dire, tout public, mélangés, structures de santé et structures médico-sociales. Ok, très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vous propose qu'on passe au deuxième sujet. Donc, la deuxième série d'actions, c'est la sensibilisation des structures à l'INS. Je vais prendre le relais. On va passer la diapo suivante. Merci. Donc cette sensibilisation, donc parmi les actions à mettre en œuvre, il faut bien sûr prioriser celles qui vont permettre aux professionnels de santé, aux établissements, de comprendre l'évolution des nouvelles règles d'identito-vigilance, hein, de les comprendre, d'en prendre connaissance et de les comprendre. Donc, elles sont décrites dans le futur référentiel national d'identito-vigilance, donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une partie qui est mise en concertation, et évidemment sur la documentation relative à l'INS, dont on a également parlé. Donc, qu'est-ce qu'on attend du niveau régional? Bien, c'est d'être le relais du niveau national, d'abord pour mettre à disposition des structures la documentation ad hoc, et communiquer sur l'existence de cette documentation. Ensuite, de sensibiliser les structures de la région, les professionnels de la région sur l'importance de ces projets, de ne pas perdre de temps pour s'y acculturer. Je rappelle que l'utilisation de l'INS est obligatoire à compter du 1er janvier prochain, donc il ne faut pas perdre de temps maintenant, il faut y aller, hein, et il
il faut arrêter de tergiverser. Donc, le relais national est important. Il faut organiser des réunions d'information, présenter les éléments clés de l'INS et les mesures phares du référentiel national d'identité-vigilance, mettre en place des cellules d'information qui seront capables de répondre aux questions que se posent les professionnels. Créer peut-être d'autres relais régionaux. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a un réseau d'identito-vigilants locaux, donc avoir des gens qu'on connaît, qui n'hésitent pas à poser des questions et vers lesquels on peut rapidement renvoyer les bonnes informations. Et enfin, bien sûr, proposer des webinaires interactifs, comme on est en train de le faire aujourd'hui, pour présenter les mesures, répondre aux questions, et voilà. Donc, sans oublier, bien sûr, vous allez pouvoir, enfin tout le monde va pouvoir s'appuyer sur les supports qui existent, qui ont été réalisés par l'ANS ou qui seront proposés par le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance. Oui. Oui, merci Bernard, parce qu'effectivement, nous, on a fait une première base de support, mais on voit bien qu'elle doit être complétée d'un certain nombre de supports. Donc, on travaille avec le 3 Rives, et ensuite, vous pourrez aussi les réutiliser, vous les approprier pour les adapter à votre situation. Donc, c'est complètement libre. Olivier Lecy, encore une fois, excusez-moi. Pas du il n'y a pas de souci, on n'est pas pour ça. Est-ce qu'il est prévu, parce que pour faire tout ça, il faut des ressources. Alors, non seulement on est à 6 mois de l'échéance, et je pense que si on veut mettre des ressources nouvelles, il va falloir le temps de les recruter. Mais est-ce qu'il est prévu au niveau financier des flux dédiés à cette aide au déploiement dans les structures? Alors, non, en fait, vous savez, depuis que donc, la DNS s'est constituée et a construit la feuille de route de santé en numérique, du numérique en santé, son idée, c'est que par rapport à l'ensemble des projets, que les actions de déploiement, elles puissent être portées par les acteurs de terrain, c'est-à-dire ARS et GRAD. Pour elle, elle est intimement convaincue que c'est vous qui connaissez le mieux les acteurs de terrain, les problématiques, et vous êtes plus à même d'accompagner. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de MS Santé, à une certaine époque, nous, il y avait une grosse équipe d'accompagnement du déploiement. Il y avait un modèle particulier. Et après, à un moment donné, une fois qu'on avait déployé de manière assez importante quand même, on avait confié, en tous les cas, les régions étaient montées à bord, sachant que certaines étaient déjà montées à bord il y a déjà plusieurs années de cela. Sur le INS, au départ, on avait proposé un peu le même dispositif, mais la DNS, finalement, souhaitait vraiment que l'ANS reste à un niveau, on va dire, phase pilote, instruction des problématiques, construction, on va dire, des supports un peu génériques, et qu'ensuite, les actions puissent être portées par les ARS et les grades. Donc ça, c'est la politique de la DNS déjà depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Nous, on a essayé avec chacun d'entre vous là, ce que je porte aujourd'hui comme message et ce que porte PACA et Nouvelle-Aquitaine, on le porte déjà depuis plusieurs mois. Et comme je vous le disais en introduction, avec ce sentiment de ne pas forcément être bien entendu, probablement pour tout un tas de raisons, et il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Votre mobilisation, on sait très bien que vous êtes extrêmement chargé, que les ressources sont limitées. Voilà. Après, c'est inscrit dans la feuille de route, et à ce titre, il y a déjà, on va dire, finalement, comme MS Santé ou DMP, où il n'y a pas de financement spécifique pour accompagner les structures, on va dire que ça s'inscrit finalement dans la stratégie de l'ARS et qui après s'appuie sur tel ou tel acteur pour accompagner le déploiement. C'est intéressant quand même les métriques qu'ont pu donner Manuela Oliver, parce que clairement, nous, on voit bien qu'il y a la dimension identito-vigilance, qui n'est pas du numérique pur, mais les deux étant intimement liés, qu'il y a sans doute une réflexion à avoir là-dessus. Et nous, bien
entendu, on est, et ça fait plusieurs mois que je le dis aussi, hein, on est à la disposition de chacune des régions pour vous aider à monter en compétences sur le sujet. Et j'imagine aussi que le réseau Trois-Rives, on n'en a pas parlé, mais sera aussi tout à fait à même de pouvoir aussi faire monter en compétences progressivement vos équipes, quoi. Voilà. Peut-être signaler qu'au niveau du Trois-Rives, justement, toutes les régions ne sont pas représentées. On a lancé les appels pour avoir des correspondants dans chacune des régions, mais on a encore quelques régions qui ne sont pas représentées, ou alors des régions qui avaient identifié quelqu'un, cette personne est partie, n'a pas été remplacée, et donc malheureusement, les informations qu'on fait passer par l'intermédiaire du réseau restent incomplètes pour quelques régions. Ma question va paraître bête, mais vous avez dit au niveau du 3 quoi? Le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance, le Trois-Rives. Peut-être en dire un mot du coup, Bernard, parce que oui, comme Olivier. C'est Manuela la chef, donc je vais lui laisser Manuela parler. Alors oui, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Ce Trois-Rives, il était à l'initiative de Bernard, quand dans son ancien métier finalement de coordonnateur des vigilances à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et c'est Bernard qui a quand même sollicité tout le monde, donc il faut quand même reconnaître tout le mérite de Bernard. Donc c'est un réseau, donc on se réunit pour l'instant mensuellement. Notre prochaine réunion, ça sera la 5e, c'est le 3 juillet. Et on échange sur un certain nombre de sujets relatifs à l'identité-vigilance. Donc, il y a plein de thématiques, hein. On a échangé sur le référentiel national d'identité-vigilance, on a partagé pour que tout le monde contribue, même s'il y avait des régions qui travaillent un peu plus. On a monté des groupes de travail, alors pour l'instant il y en a 3, qui sont chargés de rédiger, on va dire, des fiches pratiques. Donc, on a le groupe de travail cas particulier, on a le groupe de travail gestion des risques, qui est piloté par Bernard, le groupe de travail communication autour de l'INS, qui est piloté par Charlotte. Je sais qu'elle est présente aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des régions, soit on a des noms et les gens ne viennent pas, soit on n'a carrément pas de référent identifié. Donc, ce qui nous gêne un peu parce que on voudrait que tout le monde soit représenté parce que les régions, elles sont différentes en patientèle, en problématique, en ce qu'on veut. Tout le monde a quelque chose à apporter et tout le monde a une expérience un petit peu différente. Et du reste, je ne sais pas, alors je ne connais pas par cœur les noms, mais je ne suis pas sûre qu'on ait de représentants pour Bourgogne-Franche-Comté, alors que manifestement, c'est vraiment organisé avec une cellule régionale d'identité-vigilance. Donc, c'est peut-être qu'on n'a pas su toucher la bonne personne. C'est pour ça que je vous pose la question. Effectivement, on a un ARS Bourgogne-Franche-Comté, on est organisé, on a une cellule régionale qui se réunit trimestriellement, on a conventionné avec l'Eureka qui fait 4 à 8 fois par an des formations à l'identité-vigilance dans les territoires. On a travaillé à l'élaboration d'une charte régionale qui a été envoyée aux établissements en 2018 et on tient régulièrement les établissements informés de l'avancée des travaux du projet INS. Et je leur ai d'ailleurs communiqué les derniers éléments, les liens vers les documents, la concertation et les webinaires. D'accord, ok, merci beaucoup. Je viens de leur demander, elles me disent qu'elles ont fait la première réunion, donc c'est pour ça que… Oui, il me semble que c'est Aurélie au juste, puisque moi j'ai consulté sur le site de l'ANS la liste des référents. Du réseau, oui. Ok, voilà. Sans souci. Aurélie. Ça marche. Très bien. C'était juste un check. Ok, parfait. Et nous répondons effectivement, ne serait-ce que par messagerie, aux interrogations sur l'identité-vigilance qui sont très souvent très pragmatiques, formulées par les structures. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui veulent réagir par rapport à ces propositions? Est-ce que c'est des actions qui vous semblent… Alors, j'entends bien la contrainte de la ressource, mais il y a aussi sans doute des actions, on va dire, à minima qui peuvent être faites. Est-ce que ça vous semble possible? C'est déjà fait? C'est en cours? Vous y réfléchissez? Est-ce que d'autres régions peuvent nous dire un peu ce que vous en pensez? Normandie, Grand Est, par exemple, hein, c'est les régions que j'ai vues présentes. Pour la Normandie, on a déjà, nous, une démarche en cours. On a une charte qui a été publiée en 2019. On est en train d'essayer d'organiser avec notre réseau qualité, avec le GRAD,
c'est un peu compliqué, mais donc on a un sujet qu'on va remettre sur la table très prochainement en matière de gestion et d'accompagnement de l'identitovigilance. Donc voilà, pour l'instant, on a quand même quelqu'un qui participe aux travaux nationaux, hein, il me semble, Isabelle Maréchal. Donc voilà, donc on essaie d'organiser les choses au niveau de la région, et donc les éléments que vous nous présentez là vont permettre aussi d'alimenter un petit peu notre réflexion. D'accord. Alors ça, c'est sur la partie identito et sur la partie un peu mise en œuvre de l'INS, bon, sachant qu'en Normandie, il y a une structure qui est pilote. Hein, donc, Gilles, ouais. Je sais que tu suis bien les projets, mais de manière plus large, au-delà du CLCC, qu'est-ce que vous pourriez imaginer? Pour l'instant, ça fait partie, quand je dis, on a justement, c'est un sujet qu'on va aborder prochainement, parce que justement, nous, c'était tout le volet accompagnement. Identito, mais derrière, on va tirer aussi le sujet INS derrière ça. Donc, voilà, pour l'instant, on va planifier une réunion prochainement avec ma direction pour en discuter. Voilà, c'est en cours de cadrage. Ok. Je vois que les Pays de la Loire sont présents. Est-ce que vous pouvez, et du coup, je connais moins en Pays de la Loire, est-ce que vous menez aussi des travaux? Comment vous envisagez les choses? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Olivier Philippe. Bon, je reprends tout juste le dossier identito-vigilance d'une collègue qui vient de partir en congé maternité, donc c'est un peu compliqué de vous répondre sur l'organisation. Disons qu'on s'y intéresse de près. Donc on a travaillé aussi avec notre éditeur Menker, dont il a été évoqué le nom tout à l'heure, et les travaux. Voilà, mais pour l'instant, on va dire que on avance pas à pas. D'accord, ok. En Grand Est, peut-être? Oui. Grand Est, Bruno, il y a plusieurs personnes, mais Bruno, est-ce que vous avez commencé à appréhender le sujet, INS, Identito, j'imagine, mais INS, ou comment vous voyez les choses? Alors, Bruno, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Bruno de la région Grand Est? Christophe Pompé pour le grade. Oui, bonjour. On a eu des échanges justement avec l'ARS il y a quelques semaines suite a priori à une présentation des Trois Rives à l'ARS Grand Est. Donc on doit se réunir prochainement avec l'ARS pour mettre en place la stratégie, un petit peu voir ce qu'on va faire, notamment au niveau de la nomination peut-être d'un référent identito. Nous, on est principalement axé sur le projet de déploiement du serveur d'identité régionale. Et on refait déjà le lien avec tous les établissements pour les rencontrer, ceux qui n'étaient pas encore dans la démarche, nommer des référents identito dans leurs établissements, dans les GHT. Donc, c'est en cours. Après, je rejoins la question qui a été posée de la question des ressources. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune ressource identifiée ni financement associé pour cette sensibilisation, ce déploiement de l'INS au niveau régional. Alors après, c'est vrai qu'en tous les cas, les actions que vous menez tous collectivement pour accompagner le déploiement du SRI, on va dire, c'est des actions qui peuvent être mutualisées parce que et il y a l'obligation concernant l'INS. Donc en tous les cas, il y a éventuellement des ressources en tous les cas qui sont celles qui déploient les serveurs de rapprochement d'identité, c'est des ressources qui sont, on va dire, compétentes pour faire le job sur l'INS, quoi. Oui, tout à fait, mais qui sont déjà mobilisés par le SRI et d'autres en général. Après, ça sera des questions de stratégie et de choix. Donc ça. Tout à fait. Ok. Ok, je sais pas, je pense que j'ai pas fait le tour des régions présentes, mais je sais pas s'il y a Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que j'ai vu aussi le Grade Sarah, il me semble. En tout cas, on invite le Grand Est à rejoindre rapidement, à nous envoyer quelqu'un rapidement au réseau des référents régionaux d'identito-vigilance. Ok. Bon, ben, je vous propose, alors oui, Bruno, ok, un référent identito est désigné apparemment. D'accord. Donc Bruno Bouteau de l'ARS Grand Est. Ok. Ben, n'hésitez pas à communiquer son nom, voilà, auprès du réseau des Trois Rives.
Ok, je vous propose qu'on continue du coup sur le sujet suivant. Voilà, et c'est toujours Bernard ou Manuela. Voilà. La partie donc accompagnement à la mise en œuvre. Alors, on a distingué quand même. Donc là, on rentre vraiment dans que doit faire un établissement, une structure sanitaire ou médico-sociale pour mettre en œuvre l'INS. Et donc, on a distingué finalement deux phases. Une phase de cadrage, qui est celle-ci, et une deuxième phase, qui est une phase de mise en œuvre. Dans la phase de cadrage, il y a trois, on va dire, trois axes. Il y a l'axe organisation, identito-vigilance, l'axe système d'information et puis un axe aussi juridique. Et dans chacun de ces axes, il y a toute une série d'actions. Donc là, l'idée, ce n'est pas de vous présenter dans le détail toutes ces actions, mais évidemment, on les a sous la main. Donc, on pourra vous l'envoyer à l'issue du webinaire. On vous adressera l'intégralité du support. Et c'est ce qu'on va nous mettre en ligne aussi sur notre site là d'ici mercredi pour mettre à disposition des structures. Donc, c'est un document que vous pourrez vraiment partager très largement avec les structures. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait avec quelques-uns d'entre vous. J'avais eu des retours. On a enrichi. Donc c'est aussi un document qui peut être amélioré au fil de l'eau. Voilà. Donc, sur la partie organisation identito, voilà, ce qu'on a Bernard ou Manuela. Manuela. C'est moi. Alors, ce qui est important, c'est que les structures connaissent déjà ce que c'est que l'INS. Moi, juste pour la petite histoire, j'ai présenté ça à un établissement lundi dernier, là, le 22 juin. Et j'ai posé juste une petite question au début. J'ai dit, mais c'est quoi l'INS? Et on m'a dit, ça remplace l'INSC, c'est un numéro. Or, c'est bien plus compliqué que ça. Du coup, il faut vraiment s'assurer qu'ils ont pris connaissance des documents et qu'ils ont pris la mesure finalement de ce que c'était l'INS et surtout qu'il y a le référentiel national d'identité-vigilance qui va arriver et qui va obligatoirement changer certaines pratiques. Ensuite, dans l'idée, c'est vraiment que par structure, il y ait vraiment une équipe projet, c'est-à-dire l'INS, ce n'est pas un projet informatique. Évidemment qu'il faut qu'il y ait l'informatique et les DSI dans la boucle pour le contact avec les éditeurs, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, ça va être l'organisation à mettre en place, former les gens, etc. etc. Je ne détaille pas trop parce qu'il y a les diapos si vous avez des questions. Donc, définir une équipe projet au niveau de la structure ou des GHT. On a proposé, ou on va proposer en tout cas, un questionnaire d'auto-évaluation pour les structures qui va permettre finalement à la structure, une fois qu'elle aura renseigné ce questionnaire d'auto-évaluation, de définir simplement son plan d'action. Alors, le questionnaire, il est assez long, mais il se remplit assez vite, surtout si le référent d'identité-vigilance connaît bien ses pratiques, ce qui est généralement le cas. Et ça leur permet de dire, ça, je peux le faire tout de suite, il faut que je démarre ça, il faut que je change, etc. etc. Et on pense aussi vous fournir un questionnaire, si ça vous intéresse, bien évidemment, un questionnaire d'auto-évaluation sur l'organisation régionale. Alors, qui sera beaucoup moins long, évidemment, à renseigner et qui vous permettra aussi de faire un plan d'action. Et ensuite, comme je le disais, une fois qu'on a renseigné ce questionnaire d'auto-évaluation, ça permet tout de suite, on voit les écarts entre ce qu'il va falloir faire et ce qu'on est en train de faire, et du coup de mettre en place un plan d'action pour se mettre dans l'alignement des référentiels avant le 1er janvier 2021, d'autant plus qu'on n'a pas besoin d'attendre que les logiciels et les éditeurs aient implémenté l'INS dans leurs outils pour changer les pratiques et les organisations. Voilà, et l'idée qu'on propose, après chacun fera comme il peut avec ses moyens, mais comme disait Christelle, le 3 Rives peut aider, on peut organiser des sessions de formation, on peut échanger des documents, et puis il y aura tous les documents là qui seront sur le site de l'ANS, c'est de proposer ces documents aux structures pour les aider et les accompagner dans le déploiement de l'identité-vigilance. Mobiliser les directions, ça c'est super important parce qu'il faut quand même être bien conscient que le déploiement de l'INS ne se fera pas ISO RH, ce n'est pas vrai, il faut aussi dire les choses. Et si la direction de l'établissement n'est pas consciente des enjeux et ne met pas les ressources minimales nécessaires, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà pour
cette diapo. On peut passer, je ne sais pas ce qu'il y a comme diapo après. Oui. Voilà, et là, c'est système d'information. Je repasse la main à l'ANS. Oui, merci Benoît. Alors, sur la partie système d'information, donc au niveau du cadrage, il y a plusieurs actions à faire par les structures. Donc déjà, il faut réaliser un état des lieux des applications qui vont devoir transporter l'INS. Donc on entend à la fois en interne et en externe. Donc en interne, certainement, ce sera les applications qui seront susceptibles d'envoyer de la donnée de santé vers l'extérieur qui seront à prioriser. Et derrière aussi, pour les standards d'échange utilisés pour l'envoi externe, pareil, il faudra faire évoluer, par exemple, certains formats standards d'échange utilisés qui, par exemple, ne pourront pas recueillir l'INS et les traits qualifiés. Voilà, donc pareil, la priorisation des applications doit se faire en fonction de la stratégie de convergence GHT au niveau régional et aussi au niveau GHT en fonction justement de la convergence des gammes, de la convergence des DPI. Via l'enquête et la liste des éditeurs autorisés, vous pourrez vous renseigner sur les logiciels justement qui proposent une version compatible INSI et le numéro de version qui justement intègre ces évolutions. Parce qu'en effet, un des enjeux et une des mesures qui doit être faite par les établissements de santé, c'est mesurer l'écart entre la version qu'ils ont actuellement dans leur outil et la prochaine version qui sera mise à jour pour intégrer l'INS et les traits qualifiés. Donc voilà, là-dessus, en effet, en tant qu'ARS et GRAD, vous pouvez les accompagner à faire cet état des lieux, à la fois au niveau applicatif et les standards d'échange utilisés entre les différentes applications. Après, il y avait une proposition, je crois que c'était la Réunion qui se posait la question de est-ce que nous aussi, on n'a pas à contacter directement les éditeurs. Je pense que à ce niveau-là, c'est mieux d'avoir une approche nationale parce que les éditeurs ne sont pas répartis dans une région en particulier. En revanche, que vous puissiez, qu'on puisse travailler ensemble, nous faire remonter les éditeurs les plus représentés, c'est pas mal comme ça, nous, à notre niveau, entre le GE et nous, et la DNS aussi qui peut intervenir auprès des éditeurs et fédérations, on a une mobilisation possible. Alors, donc là, c'était toujours l'accompagnement des structures et on passe à la phase de mise en œuvre concrète avec toujours les 3 approches, donc organisation et identito. Donc, je vais continuer. Donc, c'est Manuela Oliver. Et c'est cette phase-là, finalement, j'introduisais un petit peu le sujet tout à l'heure, qu'on peut travailler tout de suite. Donc déjà, commencer à réfléchir aux règles minimales d'identito-vigilance qu'il va falloir appliquer. Pour mémoire, une identité INS est qualifiée si on a fait appel au téléservice, mais si on a vérifié l'identité de l'usager à l'aide d'un document à haut niveau de confiance. Donc une pièce d'identité, passeport, carte nationale d'identité, titre de séjour, carte de résident par exemple. Donc ça, il va falloir s'assurer, il va falloir que les établissements s'assurent que c'est fait. Il va falloir, comme je l'abordais tout à l'heure, sensibiliser et former les professionnels et il y a dans le support là, qui vous sera communiqué les éléments minimaux de communication à faire passer auprès des professionnels qui vont accueillir le patient et créer des identités ou relier un patient à un dossier informatique. Donc le référentiel national d'identito-vigilance change un petit peu la donne en termes de traits. Je citerai juste un trait. La saisie du code commun du lieu de naissance devient obligatoire. Or, on sait que c'est un trait qui n'est pas toujours saisi dans les établissements. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant. Et si les structures le mettent en place maintenant, il y aura moins de difficultés finalement quand les outils seront en
capacité de récupérer l'identité INS parce que les identités locales auront déjà été enrichies avec des traits qui seront retournés également par le téléservice. Donc, dans l'idée, c'est mettre à disposition une FAQ, une foire aux questions, qui peut être faite à base finalement de la FAQ proposée par l'ANS et enrichie par les questions que vous recevez des établissements. Donc, s'assurer que les exigences du référentiel national sont respectées, proposer des supports pour mener des actions de sensibilisation, formation, hein, ça peut être des supports à destination des professionnels, mais aussi des supports à destination des usagers. Et comme je le disais tout à l'heure, organiser si possible des échanges avec les établissements, soit sous la forme de webinaires, soit sous la forme de demi-journées d'information. Le conseil, alors ça c'est un conseil personnel, ça serait de séparer dans ces sessions les structures sanitaires des structures médico-sociales parce qu'elles n'ont pas du tout la même maturité, hein, le sanitaire est plus mature, et elles n'ont pas non plus les mêmes problématiques en termes d'activité à risque, de patientèle accueillie, de nombre d'accueils par jour, etc. Et donc, pour tout ça, vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition. Et si vous avez envie, il y a des outils auxquels vous pensez, auxquels nous, on n'a pas pensé, hein, parce que ça, c'est finalement un peu l'expérience de terrain, ça ne se veut pas obligatoirement exhaustif, et ben, on est preneur. Et si vous le souhaitez, le réseau 3RIV pourra s'emparer de ces problématiques et proposer des fiches pratiques, par exemple. Voilà, diapo suivante. Et là, je repasse la main sur les systèmes d'information. À Benoît, je crois. Alors, en effet, sur le pendant système d'information, la mesure minimale, c'est que les structures se dotent de la version compatible INSI. Donc, en général, ce sera la gamme, mais dans certains établissements, ça peut également être le DPI, en tout cas pour les structures sanitaires. Que derrière, une fois que la cartographie des flux à la fois internes et externes ont été recensés, il faudra intégrer donc, les nouvelles modalités de diffusion avec les différents standards d'échange qui ont évolué, pareil en interne et externe. Et un des prérequis pour pouvoir appeler le téléservice INSI, c'est de disposer d'une carte CPX nominative. Donc, on entend par CPX nominative CPE, CPF ou CPS. Et il y a plusieurs actions d'accompagnement que vous pouvez mener pour ces différents points. Notamment, par exemple, pour les cartes CPX, en effet, il y a des fiches méthodologiques qui vont être publiées sur le site de l'ANS. Et là, pareil, vous pourrez communiquer ces fiches méthodologiques aux différents établissements qui ont des problématiques là-dessus pour les cartes CPX nominatives. Je vois une question passer sur les CPA. Donc, la carte CPA n'est pas autorisée pour rappeler le téléservice INSI. C'est vraiment la CPS, la CPE et celle qu'on connaît un peu moins qui est la CPF, qui est pour les professionnels en formation. Voilà là-dessus. Et pareil, il y a des dispositifs qui vont vous être mis en place aussi pour accompagner les structures dans l'implémentation dans les logiciels, avec notamment des cahiers de tests métiers pour vérifier la bonne implémentation et le respect des règles du guide d'implémentation. Oui. Et puis là, je n'avais pas vu la question de Bruno, c'est quid du rôle des ordres vis-à-vis des PS libéraux. Les ordres, au même titre que les fédérations, vont jouer un rôle de relais d'information et de communication vis-à-vis des PS libéraux. Et par ailleurs, pour votre information, j'ai une première réunion de travail avec l'ACNAM pour voir, donc la semaine dans 10 jours, pour voir comment les CEPAM aussi peuvent monter à bord et au même titre qu'elles diffusent de l'information DMP, MS Santé, enfin plus que de l'info d'ailleurs, mais voir si elles peuvent faire aussi une première couche d'infos sur l'INS. Donc j'ai une réunion avec les équipes DMP puis quelqu'un d'autre de l'assurance maladie pour voir comment comment on peut faire monter à bord les CEPAM, sachant qu'elles ont dès aujourd'hui beaucoup de questions. D'ailleurs, elles étaient intéressées pour participer au webinaire et on va faire une session spécifique pour elles à partir de septembre.
Alors, concernant l'aspect juridique, en effet, il y a des exigences qui sont données par le référentiel INS, notamment qu'il faut mettre en place des contrats de sous-traitance avec les fournisseurs justement de logiciels compatibles INSI. Il faudra mettre à jour aussi pour les structures la documentation relative à la protection des données. Et il y a une référence une exigence dans le référentiel INS qui est d'informer les usagers. Donc, c'est-à-dire autant les usagers ne peuvent pas s'opposer à l'utilisation à leur référencement des données de santé par l'INS, autant ils doivent en être informés. Et par rapport à ça, justement, il y a plusieurs actions qui peuvent être proposées. Donc, notamment, vous pouvez les accompagner dans la mise à jour des contrats et des conventions et toute la partie justement juridique et sécurité SI, et aussi proposer des outils en marque blanche pour l'information usagée. Donc, dans l'idée, alors ça, c'est des pistes, hein, c'est des pistes, des réflexions. Donc, des fois, il y a des indicateurs qualité dans les CEPOM. Ça peut être intéressant d'inclure là-dedans quelques indicateurs relatifs à l'identitovigilance, que ce soit des indicateurs quantitatifs, on va dire, hein, je ne sais pas moi, taux d'identité qualifié ou taux de personnel formé, enfin je ne sais pas, après chaque région réfléchit à ses priorités. Mais ça peut être aussi des indicateurs que j'oserais appeler entre guillemets qualitatifs. Ça peut être, cette année, vous réaliserez tel audit de bonnes pratiques, des choses comme ça. Le réseau 3RIV va proposer du reste alors ça sera prêt fin d'année, hein, ça ne sera pas prêt avant, mais va proposer des grilles d'audit et des guides d'audit qui seront disponibles et utilisables. Proposer un accompagnement financier ou peut-être regarder, juger des dossiers de subvention avec un regard un peu, bon, pour ce qui est pertinent, hein, avec un regard un peu orienté identitovigilance. Est-ce que l'établissement a fait des efforts, a mis les moyens? Est-ce que les indicateurs d'identito sont bons, etc. Et définir aussi des indicateurs supplémentaires à faire remonter au niveau régional, en plus des indicateurs de l'outil Convergence et ceux du programme OPN, sachant que dans le programme OPN, les indicateurs relatifs à l'identitovigilance, ils sont un petit peu squelettiques, hein. Il y a mon outil implémente l'INS et il y a des réunions du comité d'identito, donc c'est un petit peu léger. Vous pouvez tout à fait les muscler au niveau régional, hein. Et pareil, si vous n'avez pas d'idée d'indicateur ou si vous n'avez pas de carte d'identité d'indicateur, le réseau 3RIV pourra, on va dire, dans les 6 mois ou 8 mois qui viennent, proposer quelque chose, sachant que nous notre souhait, ce qu'on a fait remonter au national dans le cadre de l'élaboration du référentiel national d'identitovigilance, c'est qu'il y ait aussi des indicateurs nationaux. Mais ça, Bernard en parlera mieux que moi parce qu'il connaît mieux, mais c'est long à faire valider et à faire acter, mais pourquoi pas inclure des indicateurs d'identitovigilance dans les IFAC, parce que là, du coup, il y aurait une incitation financière qui pousserait les établissements à mettre des moyens et à mettre les ressources nécessaires. Est-ce que tu veux compléter, Bernard ? Sur le réseau régional de vigilance et d'appui ? Sur ce que tu veux, sur les indicateurs, les IFAC, ce qu'on avait réfléchi au niveau quand on a rédigé, élaboré le référentiel national. Oui, je ne sais pas si j'ai envie de compléter parce qu'en fait, il faut des validations nationales. Donc, pour l'instant, on est force de proposition, mais on ne peut rien arrêter. Non, malheureusement. Voilà. Et moi, je voulais compléter également parce que côté indicateurs un peu nationaux sur l'INS, hein, il y en a plusieurs types. Il y a effectivement des indicateurs qu'on a inscrits dans l'outil Convergence pour les régions qui connaissent cet outil-là. Il y a le GE Sésame Vital qui va faire remonter des indicateurs, mais finalement, c'est des indicateurs pour vérifier que le téléservice fonctionne et fonctionne bien ou pas. Donc en fait, ça ne sera pas très intéressant. Enfin, pas intéressant, si vous voulez, pour
vous en termes, on va dire, d'accompagnement et d'usage et de déploiement. Donc, ça peut valoir le coup de réfléchir. Il y a aussi la semaine dernière, oui, dans le cadre du comité territoire où la DNS nous a demandé à l'ANS pour chacun des projets de la feuille de route de définir des indicateurs précis. Alors nous, on ne voulait pas en rajouter parce que des spécifiques. Donc on a remis ceux qu'on avait finalement via le GEC Habitat ou ceux qui allaient remonter des régions. Mais je pense qu'avec les établissements et peut-être là avec les établissements pilotes, on peut peut-être regarder, réfléchir à des indicateurs, mais après il faut voir aussi la capacité, et je sais que ça pour le coup c'est très lourd, pour pouvoir et à la fois faire remonter et puis les compiler et en s'en servir surtout. De toute façon, ça n'a de sens un indicateur que si ça sert à quelque chose, et là en l'occurrence c'était pour réussir un peu à piloter le déploiement. Voilà. Alors ensuite, je peux peut-être rajouter que les indicateurs qui nous intéressent, nous, ce sont des indicateurs de pratique et ce sont ceux qui sont développés par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire qui sont intégrés réellement aux pratiques des professionnels de santé. Et il y a déjà quelques points sur l'identitovigilance, quelques items mais qui sont très indirectement en lien avec l'identitovigilance. Donc, si on arrive à en développer quelques-uns, ça serait pas mal. Et puis, le dernier slide, je pense que c'est le récap de toute la documentation qui est produite. On va vous adresser le support là, à l'issue de la réunion. N'hésitez pas donc à nous contacter, solliciter directement soit l'équipe des Trois-Rives, Manuela, Bernard, sur la partie identito-vigilance. Si c'est sur les sujets INS, Benoît et Margot, ou Elsa et moi aussi, on est toujours à votre disposition. Et on est là pour aussi pouvoir vous aider à peut-être construire et adapter le plan d'action qu'on vous a présenté ici, à le décliner pour votre région. On est vraiment prêt. J'avais commencé à faire le tour des régions avant la crise, mais j'espère pouvoir reprendre en septembre. Donc, on est tout à fait à même de venir chez vous et de regarder un peu dans le détail ce qui peut être fait. Il y a beaucoup de documentation, donc beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Donc, voilà. Après, j'entends bien le sujet de la ressource qui, à mon avis, quand même, en synthèse, peut être quand même mutualisé avec les actions qui sont conduites déjà sur la partie SRI ou voire la partie Identito. Et peut-être Christelle, excuse-moi de te couper, on a pas mal parlé tout à l'heure des résultats éditeurs que le GIE avait mis sur son site. Du coup, peut-être juste pour vous montrer comment les trouver, parce que c'est pas forcément facile. Donc, une fois que vous êtes sur la page INS du GIE, donc on vous la renverra. Vous avez ici, si vous cliquez là, vous pouvez accéder à la liste des logiciels qui ont été autorisés par le CNDA pour intégrer le téléservice. Et vous avez également, si vous descendez un peu, au niveau donc, de l'enquête éditeur, si vous cliquez sur cette liste, vous avez un fichier Excel, vous allez télécharger un fichier Excel dans lequel vous retrouverez tous les éditeurs qui ont répondu à l'enquête et qui ont indiqué leurs prévisions de développement et de déploiement du téléservice. Voilà. Ok, oui, merci Margot. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là. Et puis, merci beaucoup. Et puis, bel été à vous tous. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir.